Docteur Jean, nous allons passer à un autre sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet sur l'éducation. Ouais. Euh, Vous avez étudié vous-même, vous êtes professeur, hein, vous encadrez des étudiants, vous encadrez même des stagiaires dans beaucoup d'endroits, euh, et vous avez connu les systèmes éducatifs au pays, hein, en RDC. Et vous connaissez les systèmes éducatifs ici, et même vous allez vous enseigner dans une université ici. Alors, qu'est-ce que vous pensez du système éducatif? Comment est-ce qu'il contribue à à ce qui se passe dans notre pays, par exemple? Bon, avant de parler du système éducatif de la RDC, je vais parler du système éducatif de l'Afrique. Oui. Et le système éducatif de l'Afrique est légué de la colonisation, que ce soit chez les francophones, chez les anglophones, chez les lusophones. C'est un système légué de la colonisation. Le système francophone a beaucoup trop de désavantages. Pourquoi? Parce que des pays qui parlent français, c'est en minorité sur la planète. Sur la planète, oui. Ce qui signifie que les recherches en français sont, comparativement à ceux qui font la recherche en anglais, c'est une minorité. Et même les pays qui ne parlent pas, comme la Chine et même la Russie, qui ne parlent pas anglais, ils essayent par tous les moyens à étudier en anglais. Et ils font leurs recherches comme ça. Maintenant, rentrons dans ce qui s'est fait en Afrique et spécifiquement au Congo. Je parlais à un autre collègue un jour qui me dit, et ça c'est un génocide intellectuel au Congo. Là-bas, l'éducation est encore basée sur les normes coloniales. Donc, ici, j'adapte ma matière en fonction du développement technologique d'aujourd'hui. Alors, je commence mon nouveau cours le mois prochain. Actuellement, je suis en train de travailler dur pour savoir quels sont les changements qui se sont faits sur les plans technologiques pour que je puisse adapter mon cours, pour que mes étudiants, quand ils vont finir leur programme, qu'ils aient dans les entreprises et qu'ils puissent réussir et qu'ils puissent produire et contribuer à la production. Aujourd'hui, par exemple, vous devez tenir compte de l'intelligence artificielle. Bien sûr, on tient compte de l'intelligence artificielle et pour adapter mes cours, parce que je suis dans le système de santé, j'utilise actuellement des choses comme deep learning, où on analyse des images, on essaie de trouver des solutions là-dessus. Dans le système de laboratoire et machine learning, mes étudiants doivent apprendre ça. Et les mêmes cours, il y a 5-10 ans, ça n'existait pas, donc on enseignait autre chose. Et ça, on doit s'adapter à la vitesse même. Mais quand je vois, j'étais dans une université en Ouganda où on me posait la question sur comment développer un programme de génie biomédical. Quand je leur disais ce qu'il fallait faire, ils me disent « Ah non, mais en première année, il devrait avoir mathématiques 1, mathématiques 2, mathématiques 3. » J'ai dit « Mais vous vous amusez? Pas un seul étudiant va prendre ces équations du second degré pour aller résoudre un problème sur un puits de pétrole ou sur un champ pour cultiver le maïs. Mais pourquoi vous voulez... Oh non, 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 depuis très souvent, ça c'est le curriculum de l'université. J'ai dit, mais de là où je viens, des mathématiques comme ça, si vous n'êtes pas mathématicien, ça ne sert à rien de vous donner 5-6 leçons de mathématiques dans chaque année. C'est une perte de temps. Non seulement une perte de temps, c'est une perte d'argent, mon père. Donc, vous voulez dire que dans nos universités, on a trop de cours qui n'ont rien à faire avec ce que nous allons faire plus tard. Mais bien sûr, bien sûr. Et ça, comme résultat, c'est l'État qui perd. Ce sont des individus, même les étudiants qui perdent. Je me rappelle, il y a longtemps, on créait des classes de préparatoires. Comme si l'enseignement au secondaire ne suffisait pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la classe de préparatoire? On vous donne mathématiques, on vous donne, je ne sais pas, les langues, et on vous donne des cours vraiment taillés de toutes pièces
pour que, après cette année, vous allez maintenant en première année pour prendre vos matières. Une perte de temps. Une année qu'on a perdue. Une année perdue. Et cette année perdue, imaginez-vous, si vous réfléchissez en system thinking, vous avez 100 ou 1000 étudiants qui devraient produire après leurs 3 ans de cycle ou 5 ans de cycle. Vous leur donnez 6 ans de cycle. 6 ans de cycle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le pays vient de perdre des professionnels pendant une année. Pourquoi? Parce que non, nous voulons étendre les cours pour que ça puisse continuer. Garder les traditions. Garder les traditions. Oui. Ce sont des traditions archaïques et ils ont, ceux qui ont conçu des cours en ce moment-là, ils pensaient que non, les Africains n'étaient pas capables de prendre les matières comme il faut et d'assimiler les matières les plus vite. Alors, il fallait leur donner à petite dose. Et maintenant, l'information est à la portée de tous. Il y a l'Internet, tout le monde peut lire. Vous pouvez, il y a des autodidactes qui peuvent apprendre. Et vous pouvez apprendre ces notions-là de vous-même. Et aussi, les mathématiques, par exemple. Il y a des logiciels qui traitent ces données-là. Ne demandez pas à un architecte, ici, par exemple, de continuer à étudier les équations du second degré. Il ne connaît pas. Parce qu'il suffit, vous lui dites une équation, il les prend, il les met dans le logiciel, il a la réponse, il continue. En ce moment-là, vous êtes en train de croire que vous êtes un très intelligent étudiant, en train de démontrer comment vous arriverez à trouver la solution à l'équation. Après 2 heures, l'autre, il a déjà construit la maison. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de pertes de temps en Afrique, hein, nous parlons de l'Afrique, à cause de certaines pratiques que nous avons ou de certaines façons de penser l'intelligence même. Beaucoup trop. Ça, c'est mon avis. Je m'excuse, mais c'est mon constat, moi. Nous devons aller à l'essentiel. Si je forme un ingénieur de mine, je le forme comme ingénieur de mine, je ne le forme pas comme un historien. C'est ça. Si j'ai besoin d'un historien, je dois aller à l'école où les gens étudient l'histoire. Mais imaginez-vous que quelqu'un qui veut devenir un ingénieur en électronique, vous lui ajoutez des cours d'histoire, des cours de pédagogie, des cours de sciences naturelles. Mais à quoi ça lui servira? À moins que, s'il fait la génie biomédicale, je vais comprendre, il aura l'anatomie, etc. Mais, qu'est-ce que l'histoire va lui servir? S'il a besoin de l'histoire, il n'a qu'à lire dans un livre. C'est ça. Il n'a qu'à se procurer un livre et avoir la curiosité. Ce qu'on peut dire, c'est que l'école primaire peut servir à donner des connaissances générales de base. Et à partir d'un certain niveau, on commence à spécialiser les gens dans des compétences bien déterminées. Mais bien sûr, bien sûr. Sans ça, nous perdons de l'argent. Nous perdons de l'argent et nous perdons du temps. Le temps, c'est l'argent. Nous perdons le temps, nous perdons l'argent, nous perdons l'énergie. Et nous nous mentons à nous-mêmes en disant que non, nous nous formons, nous formons les meilleurs. Mais on peut former les meilleurs qui doit travailler pendant 5 ans. L'autre, il n'a pas été le meilleur, il est un moyen, mais il peut travailler en 10 ans et il peut travailler en 5 ans ce que nous on a fait en 10 ans. C'est the law of supply and demand. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais bon. La société doit évoluer. Notre façon de réfléchir doit évoluer. Nous devons réfléchir en système, pas en... je me rappelle parfois, un prof me disait, ça c'était au Malawi, que si vous enlevez les mathématiques 3 ou 4, qu'est-ce que le prof qui enseignait les mathématiques 3 ou 4 va faire? Ici, moi, j'enseigne la robotique. Au début des cours, mes étudiants disent parce qu'ils sont tous professionnels qui viennent apprendre la robotique. Au début du cours, quand je commence mes cours, je commence avec des provocations sur qu'est-ce que le robot peut faire, qu'est-ce que l'individu peut faire. Ils me disent non, ces robots vont venir nous remplacer, on n'aime pas, mais on nous a forcés à venir ici. À la fin du cours, tout le monde s'est dit où est-ce qu'on était?
nous devons avoir même plus de robots. Parce que nous, on va s'occuper à faire autre chose. Nous devons nous occuper des cas qui sont spécifiques, mais tous les travaux manuels des répétitions, les robots peuvent prendre et nous, on va faire autre chose. Le travail intellectuel nous appartient, le travail manuel, nous passons ça à un robot. Oui. La même chose, nous devons réfléchir comme ça sur le plan de notre propre éducation, sur l'éducation de l'Afrique. Oui. Au lieu de me donner tous ces cours-là qui ne servent à rien, former ces enseignants à faire autre chose. Formez-les à faire autre chose pour que nous puissions donner la matière qu'il faut aux étudiants pour qu'ils participent au développement du pays. Ça n'a rien à voir avec le président. Si. Dernièrement, j'ai rencontré il y a quelques mois, un enseignant, un cadre du Cégep. Le Cégep, c'est leur système éducatif qui est un peu comme les collèges. Ah oui, c'est au Québec. Au Québec, ouais. Au Québec. Alors, celui-là, il nous faisait une petite conférence sur une méthodologie qu'il introduisait un peu, la formation par compétences. Oui. Par exemple, il s'est dit, voilà, un charpentier, quelqu'un qui doit mettre des tôles sur une maison, quelles sont les compétences qu'il doit avoir? Alors, ils essaient de définir un certain nombre de compétences. Il peut arriver à 20 compétences qu'il doit avoir. Ouais. Alors, par exemple, il doit pouvoir monter sur une échelle, il doit pouvoir avoir un équilibre quand il est en haut. Quand il est en haut, il doit savoir utiliser les marteaux, planter un clou dans du bois, ou bien utiliser les machines qui vont le faire, et tout ça. Donc, quand on énumère un certain nombre de compétences et on les forme à avoir ces compétences au minimum 80% d'acquisition, et après, il a son diplôme et il est formé. Et ce genre de formation par compétences, disait-il, ça ne prend pas beaucoup de temps. Non. Et ça spécialise la personne dans son domaine et il devient vraiment très fort dans son domaine. Oui, c'est exactement ça. Et quelque chose qui, pour moi, là où je donne le maximum de mon temps libre, quand je ne suis pas à l'auditoire ou à l'hôpital, quelque chose, ce que j'ai fait, moi, je rentre en Afrique pour donner des formations et essayer de mesurer la compétence. Exactement. Je ne donne pas de diplômes, je ne suis pas qualifié à donner des diplômes, mais dès que j'entre dans des institutions de système de santé en Afrique, j'apprends ce que je connais et j'essaie de suivre pas à pas les gens que j'apprends jusqu'à ce qu'ils sachent exactement ce que j'ai fait. Quand je suis sûr qu'ils peuvent travailler pour eux-mêmes, je les laisse dans les bonnes mains et je m'en vais. Et là, je suis sûr que je viens de laisser au continent des gens qui peuvent perpétrer les connaissances que je les avais transmises. Et, et ça s'est fait systématiquement. Et même ici chez nous, il y a des choses qui se font. Par exemple, c'est vous allez à l'université, vous terminez. Cela ne vous rend pas compétent. Oui. Vous commencez à travailler. Vous assistez dans des associations de votre profession et vos pairs qui ont déjà fait le travail que vous faites, ils vous jugent, ils vous disent voilà, et à partir de ce moment, on va faire une évaluation et voir si vous êtes capable de passer de seulement à réparer la lampe électrique au réchaud, de passer du réchaud à un moteur asynchrone, de passer du moteur à la centrale hydroélectrique. Et tout ça, ils font pas à pas sur le plan professionnel. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'associations professionnelles dans les pays d'Afrique.
j'en vois très peu, mais ce sont ces gens-là qui, normalement, essayent d'évaluer les compétences et d'essayer. Mais ça ne doit pas nécessairement être des associations. D'autres enseignants, d'autres professeurs, d'autres membres de la même profession qui ont fait la même chose. Essaye d'aider les plus jeunes à acquérir des connaissances et à se réaffirmer dans la profession dans laquelle ils évoluent. Je crois que ça sera une très, très bonne chose, surtout dans nos pays où l'éducation en soi, les gens qu'on a élus même, les présidents et leurs ministres ne se focalisent pas sur l'éducation. Et pourquoi? Parce que en réalité, ce n'est pas leur travail primaire. Le travail primaire d'éducation, c'est à l'enseignant et de le remonter jusqu'au niveau les plus élevés. Mais bon, on s'est dit, bon, il doit être payé pour faire ça. Et là, c'est un autre débat pour un autre jour. Mais sur le plan éducationnel lui-même, ça commencerait à la base. Et nous, les Africains attendent que ça vienne d'en haut jusqu'en bas. Mais ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Moi, je pense que la différence aussi, c'est que les corporations ici ont un sens patriotique très élevé. Dans ce sens qu'ils se disent, voilà, nous allons passer, nous sommes déjà peut-être avancés dans notre travail, mais ceux qui doivent nous remplacer devaient être ou autant compétents que nous ou plus compétents que nous. Et ce qui fait que c'est le pays qui en profite en fait. Parce que si les gens sont bien formés, si les gens ont des remplaçants qui ont des noms, qui sont capables de brandir leur nom dans le futur, c'est un bénéfice pour le pays. Mais bien sûr. Mais alors là, il faut réviser le modèle. Il faut réviser les modèles africains. Je parle d'Africains en général. Il faut réviser les modèles pour arriver à ça. Et parce que les modèles que nous avons, c'est bon. C'est un modèle, au fait, un vieux modèle qui, si tu prends dans l'administration, tu es formé comme vétérinaire, tu prends tes fonctions, tu deviens vétérinaire jusqu'à ce que tu puisses aller en retraite. Alors, en ce moment-là, on va remplacer avec un autre. Et cette façon de voir avant, c'était ce qu'ils appelaient l'expérience. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'expérience du tout. Tu peux faire 40 ans au même poste. Si tu viens dans mon service, je ne t'engage pas. Exactement. Mais si tu quittes 3, 4, 5 différentes compagnies, tu viens dans mon service, je t'engage tout de suite. Parce que je sais bien que la somme de connaissances acquises dans les 5 entreprises fait de toi un expert. Oui, exactement. Pas celui qui était à la même machine pendant 30 ans et quand tu lui parles, il dit « Ah, tu ne me connais pas, ça fait 30 ans que je suis ici. » Et moi qui te regarde, je dis « C'est 30 ans que tu es là, mon frère, tu es vraiment, vraiment un brick. » Oui, c'est très intéressant. Je pense que les prochaines fois que nous parlerons, nous allons essayer d'y associer d'autres personnes pour continuer cette réflexion, surtout dans le sens d'une éducation ou bien d'une façon de faire, d'entreprendre, qui peut aider nos pays du Sud, surtout l'Afrique, à se développer un peu plus vite. Oui, et nous avons le modèle de la Chine qui s'est développé très vite. Les pays européens se sont développés très vite après les guerres. L'Afrique actuellement a des potentialités énormes, mais l'Afrique est distraite. L'Afrique est distraite d'abord par le soi-disant démocratie, qui vient une démocratie d'en haut, au lieu que la démocratie vienne de la base. Et les gens, en attendant ce Messie qui viendra libérer tout le pays et qui n'arrivera jamais, les gens sont en train de se mentir. Et vraiment, il rate les courants de l'histoire.
ce qui devra se faire pour que l'Afrique puisse se développer et faire mieux, d'abord, l'Afrique doit se réaffirmer, doit avoir confiance en elle-même, confiance en sa jeunesse et dire que non, les connaissances sont sur place, les connaissances, la transformation des connaissances doit se faire sur place et que la richesse, ce n'est pas les minéraux, malheureusement. Non. La richesse, ce n'est pas les minéraux, parce que si c'était les minéraux, nous sommes les pays les plus riches du monde. Oui, La richesse est dans la connaissance. c'est ça. La richesse est dans la connaissance, elle n'est pas dans le minerai. Ouais. Et pour moi, pour terminer, si vous me faites président d'un pays d'Afrique, si quelqu'un veut avoir les minéraux, je les lui donne. Tu les prends dans la mesure où tu éduques mon peuple, tu leur donnes la santé qu'il faut et tu leur donnes la nourriture pour qu'ils puissent manger et se sentir à l'aise. Les pierres là, tu peux les prendre, va faire ce que tu veux. Exactement. Mais mon peuple va se développer. J'en finis pour dire, je suis passé dans plusieurs pays et les pays qui se sont développés, que je vois, le développement en soi n'a absolument rien à voir avec les richesses de leur sol ou de leur sous-sol. La richesse est dans l'intelligence et dans la capacité de mieux. Et je pense que c'est ce point-là qu'il faut développer le plus. Hein, parce que on a vu des gens qui, au lieu d'améliorer les systèmes éducatifs de leur pays, ont préféré envoyer leurs enfants dans un système éducatif différent, qui peut-être ne correspond même pas aux besoins de leur pays actuellement, n'est-ce pas? Ouais. Et malheureusement, en faisant ça, les systèmes éducatifs de leur pays, ils les négligent tellement. Les enseignants dans beaucoup de pays africains sont les plus mal lotis, les plus mal payés, les plus méprisés. Hein? Parfois, dans certains pays, quand tu dis à une fille, est-ce que tu peux te marier à un enseignant, elle te dira directement sans réfléchir non. Parce que l'enseignant, mais bien sûr, on ne parle pas des profs d'université, on parle des enseignants à la base. Hein, n'est-ce pas? Alors que valoriser le travail de l'enseignant ou lui donner sa place entière pour qu'il soit quelqu'un qui éduque la nation serait une solution formidable pour le développement des pays africains. Mon père, un enseignant de la maternelle ou un enseignant de l'université, quelle est la différence? Ils sont tous enseignants. Oui. Ils transmettent les connaissances. S'il n'y avait pas l'enseignant de la maternelle ou de l'école primaire, il n'y aurait pas d'enseignant de l'université. Oui. Mais malheureusement, même ces gens qui viennent à la tête de l'État, parce quand ils sont arrivés à la tête de l'État, ils sont plus connectés à ceux qui viennent de l'académie ou de l'université. Ils croient que ceux qui sont professeurs d'université connaissent mieux. Mais ils se trompent. Un prof d'université, il finit sa licence ou son doctorat, on l'engage à l'université, son doctorat s'est basé sur un chapitre précis ou une matière précise où il s'est spécialisé et il continue avec ça. Cela ne lui donne pas la capacité de tout faire ou de se sentir spécialiste en tout. Il est pointu, mais il n'est pas nécessairement efficace. Exactement. Voilà ce que nous sommes. Oui. Je connais ma matière, mais si vous m'amenez dans une matière où je n'ai pas de spécialité, mais je suis moins qu'un enseignant de l'école primaire. Parce que celui de l'école primaire, en fait, c'est celui qui est en train de construire la structure de base. Poser les fondations. Exactement. Oui. Donc, il y a du travail à faire, mais il y a de la place et du travail pour tout le monde. Oui. Alors, merci beaucoup pour cet entretien et j'espère qu'on en aura d'autres sur d'autres sujets. Hein. Merci beaucoup. Et voilà, je vous souhaite du bon vent devant vous dans ce que vous allez faire ici.
Vous allez donner beaucoup à ces jeunes d'ici. Et surtout, bon vent dans votre domaine d'ingénierie clinique, hein. Bien sûr, félicitations parce que vous n'avez jamais oublié d'apporter votre part dans les pays africains que vous avez visités. Merci, et c'est un devoir. Oui. Merci beaucoup, c'est un devoir. Et bon, on nous appelle ici Global Citizen. Oui. Alors, on doit aider parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et bon, c'est ça notre contribution. On ne sera jamais président, mais en tant que citoyen, si on arrive à soutenir nos frères partout où ils sont, en Afrique ou ailleurs, parce que on ne fait pas ça seulement en Afrique, nous contribuons à faire un monde plus meilleur. Mais je vous demanderai une chose, mon père, Oui. c'est de prier pour moi. Merci, on le fait. Merci. Promis.